Je voudrais d'abord vous dire que j'ai beaucoup aimé l'écrivain dont vous avez parlé tout à l'heure. J'aimerais beaucoup lui ressembler. En fait, je n'ai jamais quitté l'école. Enfant, j'adorais me rendre en cours parce que j'avais l'appétit d'apprendre. Je dirais même que plus que de l'appétit, c'était une boulimie, c'était une voracité, jamais rassasiée. Parce que le désir d'apprendre, ça ne conduit pas à la satiété. Mais le désir d'apprendre, ça se perpétue, ça se renouvelle, ça s'entretient de lui-même. Et donc j'ai toujours eu de plus en plus faim. Un intellectuel, ça ne crie jamais « j'en sais assez, j'arrête ». Un intellectuel, au contraire, c'est quelqu'un qui creuse et qui aiguise son appétit au fur et à mesure qu'il avance. Paradoxalement, l'inconnu s'agrandit au fur et à mesure que l'on connaît, et l'étendue du territoire se révèle à l'explorateur. Dans les années 1980, j'étais, moi aussi à mon tour, étudiant à l'université, comme certains ici. J'étais étudiant à la Sorbonne, à Paris, et aussi à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris, où j'avais comme maître d'ailleurs Jacques Derrida. Et j'ai continué aussi pendant mes études à avoir faim avec volupté. Les études universitaires, elles m'enchantaient, elles me stimulaient, elles m'ouvraient des nouveaux territoires et elles fouillaient aussi avec minutie les territoires que je croyais connaître. Des professeurs m'ont enseigné la rhétorique, d'autres la rigueur, d'autres l'audace, d'autres la précision et d'autres la folie des hypothèses. En fait, j'avais l'impression de marcher sur une carte du tendre. Vous savez, la carte du tendre que les précieux et les précieuses dessinaient au XVIIe siècle. C'est une carte qui représentait le domaine amoureux, le fleuve amour, qui finit dans la rivière de la tendresse, etc., etc. Et bien moi, j'avais l'impression de marcher sur une carte du tendre, c'est-à-dire non pas une géographie du cœur, mais une géographie du savoir. Je suivais la rivière Persévérance pour arriver au lac de la science. Puis je passais les turbulences de la cascade Hypothèse pour m'abriter sous les monts de l'analogie. Et enfin, derrière les monts de l'analogie, j'arrivais au village des nouvelles théories. Bref, j'ai aimé apprendre. Et ensuite, j'ai aimé désapprendre. C'est moins politiquement correct ce que je vais vous dire. Parce que, ayant la vocation d'écrire, je dus en fait me battre avec mes études autant que je dus profiter d'elles. En effet, l'affaire pour moi ne fut pas commode. Entre 20 et 30 ans, pendant une décennie, deux êtres se querellaient en moi-même, se querellaient afin de s'entendre, mais n'y arrivaient pas. D'un côté, il y avait l'écrivain spontané, qui existait depuis l'enfance et l'adolescence, qui avait toujours écrit, parce qu'on m'a toujours vu écrire, on m'a toujours diagnostiqué écrivain, avant même que je comprenne, moi, que je devais faire ça. Donc il y avait l'écrivain spontané qui était là, depuis l'enfance, et puis d'un autre côté, il y avait un résultat, un intellectuel bien formé par l'université, helléniste, latiniste, agrégé et docteur en philosophie. Or, la création suppose qu'on active l'hémisphère droit du cerveau, celui qui a de la fantaisie, celui qui élabore des choses nouvelles, celui qui est fou, qui est capricant. Tandis que les études, peut-être pas ici, sollicite surtout l'hémisphère gauche, l'analytique, celui qui classe les connaissances et qui les archive. Et donc, en fait, j'assistais, ou plutôt je vivais le combat des deux hémisphères. Parce que se cultiver forme, mais déforme. On intègre des normes, on ingère des contraintes, on empile des connaissances. Et durant ma scolarité, finalement, peu d'éléments sollicitèrent ma créativité d'enfant, ma créativité initiale. Et beaucoup d'éléments même l'enterrèrent. En plus, sitôt que je débarquais sur le marché de l'emploi, comme tout le monde, eh bien, l'obligation de performance rajouta une couche sur ce qui subsistait d'audace et d'innovation, et la nécessité de travailler me poussa à exploiter ce que je savais, plutôt que d'explorer ce que je ne savais pas. Bref, pour rester vivant, je crois qu'il faut apprendre autant que désapprendre.
Et heureusement, c'est une discipline universitaire, la philosophie, qui me sauva de l'université. Puisque la philosophie m'incita à un examen critique, faire et défaire. La philosophie m'encouragea à remettre en question les règles acquises. Et grâce au fond à son hygiène mentale, la philosophie m'a conduit à rallier le dynamisme curieux et entreprenant de mon enfance. Paradoxalement, la philosophie m'a rendu à mon enfance curieuse, à mon enfance créatrice, à mon enfance humble, à mon enfance aventurière. Je me posais la question ce matin en songeant à cet après-midi, est-ce que l'on est écrivain ou est-ce qu'on devient écrivain ? J'ai longtemps cru qu'on le devenait, ainsi qu'on exécute un projet. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je flaire une complication. Le serais-je devenu écrivain si je ne l'avais pas été ? Les autres m'ont d'emblée repéré comme un écrivain dans l'enfance, puis dans l'adolescence, car je rédigeais des textes aussi naturellement que je respirais. Et cependant, à 27 ans, mon doctorat de philosophie achevé, quand je me suis... Oui, parce que je dois vous avouer une chose. Quand j'ai passé mon doctorat à la Sorbonne, sur Diderot et la métaphysique, j'avais 27 ans, j'avais tous mes anciens professeurs, mes amis, ma famille, ça s'est merveilleusement passé. Mais vraiment, quand j'ai su le résultat, je me suis dit, bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, au théâtre. Donc, à 27 ans, mon doctorat de philosophie achevé, quand je me suis consacré à la création, je n'y suis pas parvenu tout de suite, comme je vous le disais. J'ai lutté, j'ai sué, j'ai douté. Et je me souviens qu'alors j'ai voulu devenir écrivain, obstiné contre les faits et contre l'adversité. Et là, c'est sans doute enraciné la conviction que j'évoquais tout à l'heure que, au fond, j'ai besogné pour produire un écrivain. Mais en fait, je pense que cet écrivain, je ne l'ai pas fabriqué, je ne l'ai que trouvé et rejoint. Cet écrivain, il était déjà présent, il patientait depuis l'enfance, il s'était éloigné un temps, et mes études m'en avaient éloigné un temps, mais lui n'avait pas bougé. On ne crée pas le créateur en soi. On le découvre, puis on lui donne la parole. Et la parole que j'ai rendue à ce créateur enfant, à 30 ans, eh bien, cette parole que je lui ai rendue enfin à 30 ans, il avait profité de ma plénitude d'homme et de philosophe. Et alors tout se simplifia. Je crois qu'un artiste naît de la collaboration équitable d'un enfant et d'un adulte en une même personne. Alors d'où vient la force qui me permit de ne pas tuer l'enfant qui était en moi, l'enfant créateur, et qui me permit de lui donner plus tard des moyens perfectionnés par les études et par l'université, justement. Bon, je crois que la force me vient de mes parents, aussi naturellement que la lumière coule du soleil. J'ai poussé dans un amour vigilant qui m'a donné des ailes pour m'élever. Et j'ai été entouré de gens qui me disaient que je pouvais et me tenaient les portes de l'avenir. Donc je pense à eux, et puis aujourd'hui, et puis je pense aussi ironiquement à tous ceux qui m'ont toujours dit que je ne pourrais pas. Ça, j'imagine que vous en avez votre collection aussi. Donc j'ai tout entendu. Hein. Vous n'essayez pas d'entrer à Normal Sup, c'est trop difficile. Cela dit, c'est vrai, c'est difficile. Bon. Ne vous inscrivez pas à l'agrégation de philosophie ou prévoyez de vous présenter plusieurs fois avant de l'emporter. Je l'ai eu le premier coup. Vous mettrez 15 ans à boucler votre thèse. J'ai mis 3 ans. Vous échouerez à vous faire jouer au théâtre. Il n'y a plus d'auteur dramatique. Impossible de percer simultanément en tant que dramaturge et en tant que romancier. La littérature française est morte. Les écrivains ne savent pas filmer, être auteur ne vous transforme pas en acteur, tout. Bref, avec le recul, j'ai l'impression d'avoir traversé un peloton
où des soldats alignés tiraient des balles, leur conseil, sur moi, pour que je m'effondre. Et par bonheur, j'ai quand même assez vite compris qu'en fait, ils se tiraient surtout sur les pieds. Ils parlaient d'eux et pas de moi. Ils évoquaient leurs mésaventures, leurs échecs, leurs inhibitions et me suppliaient de les justifier en renonçant à mes désirs. J'ai résisté parce que j'avais reçu la confiance en cadeau dès l'enfance. Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres. Mais le paradis aussi. » Il y a deux sortes d'autres. Il y a les geôliers et les libérateurs. Les geôliers, ils vous enferment, ils vous dévitalisent, ils vous réduisent à une impuissance semblable à la leur et ils gangrènent votre vie d'un avant-goût de mort. Les libérateurs, ils vous rendent à l'univers, à la joie, à la vigueur active, à l'accomplissement. Le suprême soutien d'un être, c'est d'avoir été rêvé. Rêvé avant de voir le jour, rêvé pendant ses premières années, rêvé ensuite. Mes parents m'ont rêvé et maintenant mes proches me rêvent. Ils se régalent à la perspective d'un risque, d'une intrépidité ou d'un déplacement inattendu que je pourrais faire. Parfois même, je me soupçonne de n'être qu'un rêve porté par d'autres rêves. Et donc, me voilà qui revient à l'école et à l'université. Mes livres sont retournés à l'école, puisqu'il paraît que je suis un des contemporains les plus lus et les plus étudiés, enfin en France, enfin pays francophones. On me consacre maintenant des maîtrises, des thèses, des doctorats. À chaque fois que je les reçois, d'ailleurs, je les regarde comme des ennemis potentiels. Je les observe pendant une bonne semaine sur mon bureau sans les ouvrir, et puis finalement je les ouvre avec une espèce de peur au ventre, mais qui n'est pas la peur d'une critique, parce que généralement, en plus, les gens qui font un travail sur un auteur, c'est parce qu'ils l'aiment. C'est peut-être la peur d'apprendre quelque chose qui romprait l'équilibre qui me permet d'écrire ou le déséquilibre qui me permet d'écrire. J'ai peur tout d'un coup qu'une vérité surgisse et enlève la nécessité obscure d'écrire. Vous savez, souvent il y a des gens qui me demandent est-ce que vous avez fait une analyse, une psychanalyse? Surtout pas. Non, non pas que je sois contre la psychanalyse, d'ailleurs si on me lit on s'en rend bien compte, mais d'abord je n'ai jamais été en situation de souffrance telle que ça justifie une analyse, mais en plus je n'ai pas envie de me connaître. Parce que j'ai envie d'explorer. Je me vis comme un dynamisme explorant et pas du tout comme un miroir qui réfléchit sur lui-même. D'ailleurs, un miroir qui réfléchit sur un miroir, ça fait pas grand-chose. Bref. Donc, récemment même, pour vous dire comme l'université ne me quitte pas, j'ai assisté à l'université de Bordeaux à un colloque universitaire sur mon œuvre, où de grands professeurs et de grands érudits analysaient mon œuvre en profondeur pour savoir si elle résistait au charme de la première lecture. Comme quoi, on passe toujours des examens. Toute sa vie. Bon, l'examen s'est bien passé, je vous rassure. Et peut-être même qu'on passe encore des examens après sa mort, qui sait. Voilà. J'ai pas quitté l'université. Et lorsque je l'ai quitté comme étudiant, j'y suis revenu comme écrivain et j'en suis heureux. Car pour moi, la critique universitaire constitue la seule critique digne de ce nom. Attentive au projet de l'écrivain, capable de le situer dans un contexte et prompte à repérer les jeux d'intertextualité. Donc je remercie vivement l'Université de Sherbrooke de l'honneur qu'elle me fait. Je ne cours pas après les honneurs, parce que j'ai peur qu'ils courent plus vite que moi, de toute façon. Je préfère me faire rattraper par eux, et là, je ralentis. Donc, à ce moment-là, j'ouvre les bras et je les embrasse très fort. Cette reconnaissance me comble, parce que pour moi, c'est la reconnaissance de mes pairs, puisque j'ai été le seul métier que j'ai jamais exercé. Hein. Parce qu'écrivain, c'est pas un métier, c'est un destin. J'aurais écrit même si je n'avais pas vécu de ma plume.
Mais je veux dire, le seul métier que j'ai exercé, ça a été maître de conférence à l'université. J'enseignais la philosophie donc aux étudiants de l'université de Chambéry. J'ai enseigné 5 ans. J'ai toujours le bonheur d'ailleurs de voir mes étudiants à chaque séance de signature arriver. Au fond, ils continuent, ils me suivent. Donc, cette reconnaissance pour moi des pairs est une chose importante parce que lorsque j'ai entrepris d'écrire mon œuvre, je m'étais juré d'écrire à la fois pour mes grands-mères et mes amis. Mes grands-mères, c'était des femmes intelligentes, mais qui n'avaient pas eu le droit aux études, puisqu'elles avaient dû quitter l'école à 14 ans pour travailler. Elles ont toute leur vie lu avec passion, mais avec des métiers qui n'étaient, à mon avis, qui ne leur permettaient pas de s'épanouir. Et mes amis, ce sont des intellectuels ou des savants, des gens bardés de diplômes, qui, eux, ont pu consacrer du temps à la réflexion. Eh bien, quand je prends la plume, je pense aux deux. Je pense à mes grands-mères et à mes amis. Je suis obsédé par l'idée que je pourrais trahir, soit trahir le milieu d'où je viens, soit trahir le milieu où je suis. Et si finalement aujourd'hui j'ai un public large et varié, c'est sans doute grâce à cette équation intime, à cette tension intime, ne pas trahir. Donc aujourd'hui mes grands-mères sont parties tutoyer les anges, mais je les fais vivre dans mes œuvres. Et vous, donc mes amis intellectuels, diplômés, surdiplômés, vous êtes là et je vous suis infiniment reconnaissant. Et je vous dis le mot que je préfère, un mot qui est bien plus beau que bravo, un mot qui ne flatte pas le narcissisme, mais un mot qui s'adresse à la part utile de l'individu auquel on l'adresse. Bref, je vous dis mon mot favori, merci.